Philippe Ballard va nous rejoindre maintenant, député Rassemblement National de l'Oise et porte-parole de son parti. Bonjour Monsieur Ballard, bienvenue dans cette émission. Je vous montre la une des Échos. Vous l'avez lu, j'imagine. Non, on n'a pas eu le temps. La claque. Oui, bon, on sait que c'est pas un journal qui nous est favorable. Les Échos avec le visage de Jordan Bardella. Est-ce que vous avez pris une claque hier ? Je pense que c'est pas le résultat qu'on espérait pour la France et les Français. Notre sort personnel importe peu. Après, vous rappeliez les chiffres, on passe de 88 députés à 143 députés. Dans le même temps, la France insoumise perd 10 députés et les macronistes en perdent une centaine. Donc, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen hier, la vague monte. Elle n'a pas encore été assez haute, mais on est sur une dynamique malgré... La vague qui est le plus montée, c'est celle du PS. Pardon ? La vague qui est le plus montée, c'est celle du PS. Non, je pense pas. Si. Non, mais avec leur... alors après, il faut rentrer dans les détails avec ceux qui avaient quitté, comme Jérôme Guedj, qui ne voulaient pas se présenter sur l'étiquette Front Populaire, mais enfin, non, incontestablement, on passe de 88 à 143. Bon, voilà, mais je ne vais pas... Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé hier soir ? Je cite Monsieur Moss, qui vient de quitter le plateau à l'instant. Bon, il n'est pas politisé, il est prof de droit constitutionnel. Il dit c'est un principe. Les électeurs ont toujours raison. C'est la base de la démocratie. On respecte le suffrage universel. Les Français se sont exprimés en nombre en plus, 67% de participation, très bien, c'est une bonne chose. Mais après, c'est la situation ce lundi matin. Enfin, je vais reprendre une expression de Marine Le Pen, on est dans un bourbier comme jamais la Ve République n'en a connu. Pardon, mais c'est un vrai bourbier. Est-ce que les Français vont avoir des réponses ? Mais les Français, s'ils avaient voulu autre chose, ils vous auraient porté en tête. Vous étiez dans 500 duels. On a eu face à nous... 500, pardon, pas 500 duels, mais vous étiez dans... On a eu un parti unique face à nous. Juste pour répondre, non mais d'une fois. Allez-y. On a eu face à nous un parti unique, mais un parti qui n'avait pas de programme. Le seul programme, c'était faire barrage au Rassemblement National. C'est plus simple à battre. Le plus dur commence ce matin parce que les Français n'ont pas eu de réponse. Enfin, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, il n'y a rien. Un seul programme, faire barrage au Rassemblement National. Je pense qu'il y en a qui doivent s'en mordre les doigts ce matin quand on élit un fichier S à l'Assemblée nationale, je pense aux responsables de la Jeune Garde. Jeune Garde, quand même, dont les miliciens, c'est pas des militants, ont agressé un Français de confession juive il y a 2 mois dans les transports publics pour lui demander, l'obliger à crier « Vive la Palestine ». À ce jeu, vous savez très bien, puisque vous l'avez défendu sur beaucoup de plateaux, qu'il y a beaucoup de candidats au Rassemblement national qui ont été mis en cause pour des propos racistes. Oui, mais pas fiché S. Pas fiché S. Et il y avait M. Poutou qui était quand même poursuivi pour apologie du terrorisme. Philippe on n'a pas de candidat de cette... du complot monté par le système, très bien. C'est votre explication. Quelles erreurs vous avez commises au cours de cette semaine entre le premier et le deuxième tour qui expliquent ce score ? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises, vous ? Mais vous, Rassemblement National, bien sûr. On a été déjà confrontés, pour avoir fait beaucoup de plateaux, en entrée et de tour, comme avec mes collègues, à des fake news. Moi, je pense, les binationaux, par exemple. Voilà, il y a eu ce qui a été mis en avant par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ça concernait quelques personnes sur lesquelles, pour des postes clés, patron de la DGSI, d'une centrale nucléaire, de la sûreté nucléaire, on aurait fait des enquêtes. On l'inscrivait dans la loi. Et là, on en a fait une généralité en disant « Oh là là, on va diviser les Français ». Pardon, ça n'est pas vrai. L'homme que vous présentiez comme votre potentiel ministre de l'Éducation nationale a lui-même fait une liste longue comme le bras de situations qui ne devaient pas se produire. Et Marine Le Pen a dit ce qu'elle pensait. C'est lui qui le dit. Mais Marine Le Pen a clairement dit ce qu'elle pensait des propos auxquels vous faites référence. Mais ils ont existé, ils sont sortis de la bouche. Mais c'était pas. Oui, d'accord, mais c'était pas les propos que l'on tient officiellement. Voilà. Vous êtes député. Est-ce que vous vous dites le prochain gouvernement, il faudra le renverser, ou bien est-ce qu'il faudra lui laisser un peu de temps ? Comment vous regardez les choses, puisque de toute façon aujourd'hui vous êtes clairement dans l'opposition, il n'y aura pas de coalition avec le Rassemblement national. Est-ce que vous vous dites il faudra s'allier peut-être à d'autres à un moment ou à un autre pour faire tomber le gouvernement ? Est-ce que vous êtes dans cette optique-là, ou bien vous vous dites de toute façon pas de dissolution pendant 1 an, donc on reste comme on l'a été pendant les 2 années précédentes, on s'assied à l'Assemblée, on attend que ça passe. Alors on ne s'est pas assis tranquillement. Moi, je me rappelle de la première réunion, il y a 2 ans maintenant, qu'on a eu autour de Marine Le Pen. On venait d'être fraîchement élus et elle nous a dit la boussole qui guidera vos votes à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que ça va dans l'intérêt de la France et des Français. Donc on va attendre, mais enfin, on se fait guère d'illusions quand même, parce que quel gouvernement ? Je veux dire que c'est la première question ce matin. Quel Premier ministre ? Il y a le budget dans 2 mois.
quel budget et quel texte de loi. Mais il y a la question de la façon dont vous allez agir à l'Assemblée. Est-ce que vous vous dites, pendant un an, on ne fait rien, ou bien est-ce qu'on participe à un éventuel renversement d'un gouvernement? Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de ça? Mais on ne fait pas rien à l'Assemblée. Depuis 2 ans, on a beaucoup travaillé. Et encore une fois, notre boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Donc si ça va dans le bon sens, mais franchement, on peut lutter. Et si ça ne va pas dans le bon sens, oui, il y aura motion de censure, on la votera. Envie que ce soit le bazar. On la déposera, on la votera. Oui, mais vos électeurs n'ont pas envie du bazar non plus. C'est ça la difficulté. Ah bah là, quand même, le bourbier, c'est Emmanuel Macron qui l'a mis. Le bazar, franchement, c'est pas nous. C'est le chef de l'État qui, en dissolvant, a créé cette situation qu'on a sous les yeux ce matin. C'est une première sous la Ve République. Et en imaginant qu'il y ait un bloc central, avec un Premier ministre, peut-être minoritaire, vous voteriez la censure avec le nouveau Front Populaire ou avec la France Insoumise pour renverser ce gouvernement conjointement? Déjà, s'il est minoritaire, c'est mal parti. Mais configuration. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a vécu ça pendant 2 ans quand même. Enfin, il y avait c'était une majorité minoritaire. On l'a vécu pendant donc le 49.3 sur le budget, plus un texte puisque la Constitution le permet. Et après, on godillait un petit coup, on s'appuyait sur le PS et les écolos. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais mélangé vos voix avec celle de la France Insoumise. Pour renverser un gouvernement. Ah si, on a voté des censures au début de la... Si, tout à fait. Au début de la... vérifiez, si. On a voté des censures avec la NUPES. Oui, est-ce que malgré tout, au Rassemblement national, il n'y a pas encore quelques faiblesses? Des candidats parfois un peu fantaisistes, on en a vu qui racontaient de drôles d'histoires. Un mouvement qui est peut-être pas assez décentralisé, pas suffisamment structuré dans les territoires. Admettre qu'on n'est pas prêt, c'est pas un péché. Au fond, c'est accepter aussi qu'on doit faire des progrès en matière de cadre, d'encadrement, de maîtrise des territoires, peut-être de maîtrise des connaissances aussi de la vie politique française, non ? Mais Jordan Bardella a été clair, a répondu à votre question, Monsieur Perry. Effectivement, il y a pu y avoir quelques brebis galeuses, quelques trous dans la raquette. Après, nos candidats reflétaient tout simplement la société française. Dans la société française, tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas avocat pénaliste, n'a pas une facilité débordante pour prendre la parole en public. Mais ça représente tout simplement la diversité de la société française. Un parti, ça s'organise, vous le savez. C'est un long mouvement, c'est les communes, c'est les départements, c'est les régions, c'est aussi un corpus idéologique solide qui descend en capillarité fine. C'est peut-être pas le cas. Mais écoutez, puisqu'on a gagné des députés, beaucoup de députés, moi je vois dans mon département de l'Oise, on a 6 députés sur 7. Oui. Donc ce maillage dont vous parlez, effectivement, c'est une vraie question. À l'échelon municipal, départemental, régional, il se met en place. Tout doucement. Et encore une fois, nous, on n'a pas de candidat qui était fiché ou poursuivi pour apologie du terrorisme. Merci beaucoup, Monsieur Ballard, d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez bien laisser votre place à Madame Belloubet, qui va nous rejoindre, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Avant 9h, vous entendrez donc les 3 représentants des 3 grands blocs qui sortent des urnes hier soir. Bonjour Madame la ministre, bienvenue sur ce plateau. Hier soir déjà, nous vous interrogions sur les capacités potentielles à créer une coalition autour d'un bloc central. Ce que nous avons entendu dans cette émission ce matin, Madame Belloubet, c'est qu'à gauche, il en est hors de question. A priori, il n'y a pas de négociation possible sur le programme. Il faudra que le programme reste tel qu'il est, c'est-à-dire celui du NFP. Moi, j'entends les réactions qu'on peut avoir au lendemain d'une élection. Mais je crois qu'il faut être lucide. Et au fond, ce que nous voulons tous, c'est que la France soit gouvernée. À gauche, me semble-t-il, comme à droite. Il faut que nous trouvions les moyens de gouverner. Donc, il faut des gens responsables qui seront prêts à s'atteler à ce nouveau défi, avec une majorité différente de ce qui existait jusqu'alors. Je pense qu'il faut respecter ce qu'ont dit les électeurs. Donc cela veut dire forcément prendre appui sur les voix qui arrivent majoritaires, c'est-à-dire sur les voix de gauche, et travailler avec eux. Il me semble que même si aujourd'hui les partis de gauche disent qu'ils ne veulent pas de coalition, les choses peuvent évoluer. Le président de la République a dit qu'il souhaitait se donner du temps et il a raison de ce point de vue-là. Il faut voir comment les choses se structurent à l'Assemblée nationale, comment se constituent les groupes, qui vote pour qui, au moment notamment de l'élection de la présidence, voilà, dans 10 jours, somme toute. Et je pense que les choses pourront évoluer ainsi.
sortir. Enfin, en tout cas, moi, je suis certaine que nous ne pourrons nous en sortir qu'avec un projet qui sera partagé entre, évidemment, ceux qui ont la majorité et les groupes qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire la pointe. Ce qui veut dire, Madame Belloubet, que vous êtes prête à aller vers des éléments programmatiques du nouveau Front populaire. Donc c'est 15 jours d'urgence, 100 jours de programme, puis le reste de la mise en place. Je n'ai pas dit cela. Nous avons, pendant tout ce temps électoral, nous avons combattu un certain nombre de points du programme du nouveau Front populaire, constatant notamment l'incohérence entre les positions précédemment tenues par certains partis membres de cette coalition, et donc nous n'avons cessé de dénoncer cette incohérence. Donc en fait, ce que vous dites, la ministre en creux, c'est que vous donnez quelque temps pour essayer de disloquer cette union de la gauche. Moi, je pense, je n'ai pas ce mot en tête, je pense simplement qu'il faut constituer un arc républicain de gens qui sont prêts à gouverner et qui, évidemment, s'appuieront sur le centre-gauche, puisqu'il y a une victoire de ce côté-là, mais eux seuls ne pourront pas avoir la majorité. Eux seuls ne peuvent pas avoir la majorité. Donc, nécessairement, si on est responsable, si on veut gouverner, il faut dépasser chaque parti pris isolément. Mais cette construction d'une coalition, est-ce que, comme votre Premier ministre, vous estimez qu'elle se passe au Palais Bourbon et plus à l'Élysée? Mais le président de la République a un pouvoir qui est un pouvoir propre, c'est-à-dire qu'il ne peut lui être en aucun cas contesté, c'est de nommer le Premier ministre. Donc la force de la Ve République, c'est évidemment l'imbrication de ses pouvoirs. Le président de la République nomme le Premier ministre, mais bien entendu, c'est l'Assemblée qui va devoir maintenir le gouvernement en place, puisque c'est eux qui peuvent, à un moment ou à un autre, le faire tomber. Et Madame Belloubet, est-ce que vous avez déjà une idée d'une personnalité qui pourrait faire consensus? Vous connaissez bien les socialistes, vous connaissez bien les macronistes aussi. Qui pourrait être cette personne? Ne comptez pas sur moi pour vous dire ici tel ou tel. Oui, dommage, mais je ne suis pas président de la République, enfin je ne crois pas, et je n'ai évidemment pas la capacité à donner cette personnalité. Je voudrais juste dire que pour moi, c'est une personnalité républicaine qui est capable de créer vraiment les conditions de cette ouverture large. Et je pense qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont en mesure de faire cela. Hier soir, sur le plateau, vous aviez dit que dans le domaine de l'éducation, de l'école, il y avait la possibilité de faire consensus précisément de la droite jusqu'au centre-gauche. Oui, je le pense. Vous pensez à quelle mesure en particulier? Je pense, si vous voulez, que ce que nous voulons, alors évidemment ça ne peut être que général dans ma bouche, mais quand je dis ne laisser personne, ne laisser aucun élève au bord du chemin, cela veut évidemment dire se donner les moyens pour, dans la ruralité comme dans les quartiers difficiles, donner les moyens à nos élèves de progresser, et c'est un peu autour de cette idée de pousser tout le monde vers le haut que nous devrons nous rejoindre. Vous vous rendez compte de tous les sujets techniques qui restent à traiter. Une des motivations du président... Je ne méconnais rien, mais je pense que nous avons, sur cet axe républicain central, nous avons des valeurs partagées. Bien. Je crois que ça jouera un rôle important. Malgré tout, ça n'enlève rien à la question que je souhaitais vous poser. Le président de la République justifie la dissolution en disant que c'était la chienlit. Est-ce que ça n'est pas encore la chienlit ce matin, madame? C'est une autre image de la République française. Et non, je ne crois pas que ce soit la chienlit. Nous sommes dans une situation où se trouvent de nombreux pays de l'Union européenne. Regardez l'Allemagne, regardez dans d'autres pays. Au fond, il y a deux manières de gouverner, trois. Soit vous avez une majorité absolue, ce n'est pas le cas chez nous. Soit nous avons un mode de scrutin qui exige que les partis s'organisent en amont du scrutin, c'est le cas quand il y a une proportionnelle, soit là nous sommes dans une situation où nous allons devoir nous organiser en aval et nous organiser en respectant la parole des électeurs. Parce que moi, j'entends les mots tambouille, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est nous devons gouverner notre pays et nous devons le faire en respectant ce que nous ont dit les électeurs. Donc, il faut prendre acte de ce qui a été fait. Je crois que ce n'est pas la tambouille et ce n'est pas non plus un gouvernement. Est-ce que vous vous attendiez, comment vous expliquez la puissance du mouvement anti-RN ce week-end? On sentait, depuis la fin du premier tour, on sentait qu'il y avait des ferments de ce front républicain qui pouvait constituer une dynamique forte. Je crois que le Rassemblement national, je distingue encore une fois le programme sur lequel j'étais en désaccord profond, de la parole des électeurs qui ne peut pas être méprisée. Mais on sentait qu'autour de ce qui était porté par le programme du Front National, il y avait un désaccord puissant et profond. C'est cela qui s'est exprimé dans les urnes. Les Français ont aussi dit, à l'occasion des européennes puis du premier tour, leur
désapprobation, je vais utiliser un terme, je pense à minima, de la politique d'Emmanuel Macron ou de sa personne. Il s'est d'ailleurs mis en retrait dans l'entre-deux-tours, le président de la République. Est-ce que le message des Français, la réponse, ça peut être, on a bien entendu, on va continuer de gouverner avec en bloc central la politique décidée par Emmanuel Macron ? Ça, vous dites vous-même, il faut entendre le message des Français. Oui, je crois qu'il faut entendre le message des Français. Le président de la République a eu l'énergie de redonner la parole aux Français. Et ça, je pense que cela doit aussi s'entendre comme finalement l'idée de rendre le pouvoir au peuple qui s'est exprimé. Ça ne donne peut-être pas une majorité dont nous avons l'habitude, mais il faut l'entendre et c'est à partir de là qu'il faut reconstruire. Et je pense qu'il n'est pas question de dire on va faire comme avant. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Le président de la République l'a dit lui-même hier. Oui, mais pardon, Madame Belloubet, de vous interrompre, mais les Français ont déjà entendu ce président de la République leur promettre des choses. Il leur a déjà dit en 2022, ce résultat m'oblige. La différence, il était censé changer la façon de gouverner. La différence, c'est qu'au Parlement, nous n'avons pas la même majorité. Les choses ont bougé au Parlement. Il se trouve que la Ve République, quoi que l'on ait pu en dire, est une république parlementaire, dont le président, au sein de laquelle le président de la République a des pouvoirs propres qui sont forts, la dissolution, la nomination de Premier ministre, etc. Mais la Ve République est une république parlementaire. Et ça, c'est une donne différente. Il fallait en arriver là pour entendre les Français. Enfin, le président de la République a des oreilles depuis 2017. Oui, mais comment se fait-il en 2017 En 2017, rupture, madame. En 2017, lorsque les Français ont voté majoritairement pour le président Macron, c'était pour un désir et de réforme et de dépassement. Au fond, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même logique, même s'il faut comprendre ce que disent les Français? Je crois que beaucoup de Français nous disent que la vie est très dure et qu'on ne peut pas entendre cela. On ne peut pas ne pas comprendre qu'un Français qui bosse toute la journée et qui gagne 1 400 € à la fin du mois, ce soit difficile. Il faut répondre à cela. Mais il y a, me semble-t-il, y compris aujourd'hui, il y a la nécessité d'un dépassement. On ne peut pas rester chacun dans son couloir, sinon on ne pourra pas gouverner le pays. Et il y a l'envie de réformer. Donc ça veut dire que typiquement sur l'augmentation du SMIC à 1 600 € comme le veut la gauche, vous pourriez voter? Ça se discute. Je ne vais pas là aujourd'hui vous dire oui, on va faire. Il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres que cela déclenche. Moi, je dis juste, je comprends que beaucoup de Français vivent difficilement. Et ça, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est la question du logement, c'est la question de l'énergie, c'est la question y compris de l'école. On ne peut pas ne pas entendre. Vous savez, Madame la Ministre, vous savez très bien ce que vont vous dire. Madame Rousseau sera sur ce plateau dans quelques instants. J'imagine qu'elle vous écoute. J'imagine qu'elle dira. Je l'espère. Mais que ne l'ont-ils fait avant ? Que ne l'ont-ils fait durant cette année ? Non mais, Monsieur Boursier, avant, nous avons mis en place un emploi pour beaucoup de Français. Vous savez très bien que le taux de chômage a diminué, nous avons réindustrialisé le pays. Tout cela n'est pas négligeable parce que c'est aussi du pouvoir d'achat que de faire cela. On a fermé plus d'usines cette année qu'on en a ouvert en. Oui, mais regardez les investissements en France. Non, ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables et qui, au fond, ont permis de ressocler ce dont nous avons besoin. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais c'est insuffisant, ça ne répond pas. Vous vous engagez là. Est-ce que vous vous engagerez pour le compte de tiers? Qui va payer un SMIC à 1 600 €? C'est les entreprises. Je vous ai dit à l'instant qu'on ne peut pas décréter cela comme ça. À l'instant, je viens de le dire. On ne peut pas décréter cela comme ça. Je pense qu'il faut réfléchir à l'ensemble des conséquences que cela emporte. Mais il faut bien comprendre que pour beaucoup de Français, la vie n'est pas possible. Madame Belloubet, question d'ailleurs que nous avons évoquée déjà dans cette émission, il y a des échéances importantes pour la France dans les jours qui viennent. La Commission européenne, la nomination de certains personnages, avec le sort de Thierry Breton particulièrement puisqu'il est français. La copie budgétaire. La copie budgétaire, etc. etc. Est-ce que le gouvernement auquel vous participez peut emmener ces sujets avec lui, ou est-ce que ce serait compliqué démocratiquement de le faire parce que vous n'avez plus la majorité et le soutien des Français? Comment est-ce que vous allez régler cette affaire? Il y a beaucoup de ces questions-là qui appartiennent pour partie au président de la République également, dans le cadre des pouvoirs partagés qu'il exerce, notamment dans le domaine des relations internationales, et donc il va jouer un rôle aussi qui est tout à fait logique. Par ailleurs, au niveau européen, beaucoup de paramètres sont portés également par les élections européennes qui ont eu lieu précédemment et qui vont donner les résultats que nous avons. Juste, quel terme vous mettriez sur ce qui se passe? Est-ce qu'on est entré en cohabitation? Pas encore. Pas encore. Le Premier ministre, que je sache au moment où nous parlons, est toujours Premier ministre. Très vraisemblablement, il y aura des évolutions fortes dans les jours à venir. Nous verrons le terme qui s'impose. En tout cas, pour moi, le terme que nous devons trouver, c'est respect des électeurs.
Je ne sais pas si le Premier ministre l'est encore pour longtemps. En tout cas, il a annoncé qu'il déposait sa démission ce matin. C'est logique, c'est la tradition démocratique. On parle de démission de courtoisie souvent. Nos équipes sur place nous signalent la présence de camions de déménagement à l'hôtel de Matignon ce matin. Mais il exécutera les affaires courantes. Oui, bien sûr. Et vous ferez la rentrée ? Ah ben oui, enfin, bien entendu, je vais tout à l'heure avoir le plaisir de donner pas de donner, mais d'assister à la publication des résultats du bac, qui sont bons. Et bien sûr, je ferai... Ah, c'est combien d'ailleurs le pourcentage ? Plus de 85%. Plus de 85 ? Oui. Je parle tout de suite. C'est le seul chiffre à peu près solide ce matin. C'est en tout cas un chiffre qui donne du bonheur. Oui. Et c'est important aussi. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce matin en direct. Nous avons donc accueilli Sandrine Rousseau, représentante du 3e grand bloc, sortie des urnes hier soir, élue écologiste à Paris et membre du Nouveau Front Populaire. Bonjour Madame Rousseau, bienvenue dans la matinale d'LCI. Donc les Français ont décidé de mettre le Nouveau Front Populaire en tête hier soir avec... des sujets désormais qui sont devant vous, devant la France. C'est le sujet, pour commencer, la négociation. Comment gouverner avec 200 élus ? 200, c'est la fourchette, allez, je vais dire haute. Autour de 200. Autour de 200. Est-ce que vous participiez hier à la réunion faussement secrète ? Vous voulez bien, Maurice, que Mme Rousseau réponde à ma question, s'il vous plaît ? Dans cette réunion secrète. Donc pour répondre à votre question, ça s'appelle un gouvernement minoritaire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là jusqu'à la dissolution. Emmanuel Macron était minoritaire dans l'Assemblée. Et il a refusé d'ailleurs de faire ce travail parlementaire auquel nous allons nous attacher. Maintenant, la question que moi je me pose ce matin, c'est est-ce que Emmanuel Macron accepte de perdre là ? Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression, quand j'entends les députés sortants, entrants ou les anciens ministres parler, qu'ils acceptent le fait que nous soyons en première position. Donc oui, ça va être difficile, mais nous avons la possibilité de gouverner. Le gouvernement a un pouvoir réglementaire, un pouvoir législatif, et pour les lois que nous allons proposer à l'Assemblée, eh bien, nous voterons amendement par amendement, nous travaillerons avec les différents groupes parlementaires à l'intérieur de cette Assemblée. Madame Rousseau, avez-vous la certitude ce matin de la solidité de votre union à gauche ? Et je poursuis ma question, mais je pense que vous l'avez deviné. On a entendu Madame Belloubet à l'instant nous dire « Nous avons le temps, nous pouvons discuter, travailler avec une partie de la gauche ». Bon, ce que l'on entend, c'est donc qu'il souhaite qu'une fragmentation pour constituer un arc central. Est-ce que vous pouvez ce matin dire aux gens qui vous regardent « Non, ça ne bougera pas à gauche ». Non, mais moi, je vais vous dire... Tout le monde espère, depuis maintenant 3 semaines, que tout va éclater. Que nous sommes solides. Non seulement nous sommes solides, et non seulement nous sommes solides, mais nous l'avons montré dans toutes les étapes de cette dissolution. Nous sommes responsables et solides. C'est ce que nous présentons comme visage aujourd'hui. Ça ne changera pas dans les jours qui viennent, malgré toutes les aspirations et toutes les espérances de la Macronie. Maintenant, je m'inquiète vraiment de cette incapacité à nous reconnaître comme le premier groupe parlementaire dans cette Assemblée. Parce qu'il n'y a pas eu de coup de fil. Parce qu'après les retraites, où il n'y avait pas de majorité dans l'Assemblée, il y a eu un mouvement social d'une ampleur inédite. Il est passé par 49-3. Après la défaite aux européennes, où son score était mauvais, Emmanuel Macron a fait la dissolution. Là, on a l'impression qu'il a envie, encore une fois, de jouer avec les institutions comme on jouerait avec un jouet pour essayer de le mettre à sa manière et de gagner encore, alors même que les électeurs se sont exprimés. Nous avons le Nouveau Front Populaire, c'est le premier groupe en tête. Oui, nous aurons un gouvernement et j'appelle vraiment Emmanuel Macron à la responsabilité parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent tend le pays, fracture le pays, le met sous tension, que là, il y a eu un vote et que donc il lui faut le respecter. Alors, Madame Rousseau, tout à l'heure, nous avions sur le plateau un constitutionnaliste, un professeur de droit constitutionnel, Monsieur Mauss, et il nous a édicté 2 conditions pour le gouvernement minoritaire, parce qu'on voit bien que c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui, ce matin, par le Nouveau Front Populaire. Il dit il y a 2 conditions, donc il ne faut pas être trop loin de la majorité. Là, c'est quand même loin, on est à moins de 289 la majorité pour mémoire. Et il dit aussi qu'il faut un consensus des autres formations politiques pour ne pas renverser le gouvernement. Comment vous allez arriver à faire un gouvernement minoritaire qui tienne dans ces conditions ? Eh bien, c'est la question des discussions qu'il y a actuellement. Mais moi, là, il faut respecter les urnes. Les urnes ont parlé, les Français et Françaises ont parlé. Il y a eu des mouvements de joie dans tout le pays. Enfin, je veux dire, on ne va pas commencer à se poser des questions sur qui va gouverner. Je voudrais quand même poser ceci, parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais dans la situation actuelle
et dans la difficulté dans laquelle nous sommes actuellement, Emmanuel Macron a une part de responsabilité. La politique qu'ils ont menée sur les retraites, sur le chômage, sur le RSA, sur l'ensemble du délitement social auquel les lois qu'ils ont présentées ont abouti, et donne ce résultat-là aujourd'hui. Donc en fait, la politique libérale menée par Emmanuel Macron a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous allons changer de cap et nous allons appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Vous connaissez la plupart de vos partis frères en Europe, écologistes. Certains d'entre eux participent à des gouvernements de coalition où il y a des libéraux, des centristes, éventuellement des partis de droite, et ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui vous rend si rétive, finalement, à se dire on peut gouverner éventuellement avec une coalition plus large qui s'ouvre à d'autres, à condition de faire quelques compromis? Alors, ce qui me rend rétive, je vais vous dire, c'est très simple, c'est que moi, j'ai une loyauté vis-à-vis de ceux qui m'ont élu. C'est une éthique politique. J'ai été élue sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Dans les personnes qui m'ont élue, il y a des personnes qui viennent du PS, qui sont plutôt de sensibilité du PS, jusqu'à LFI. Et qu'en fait, c'est ça le mandat et la représentation que j'ai de cette élection, que je tire de cette élection. Et donc, je ne trahirai pas la parole ni les voix de ces citoyens et citoyennes qui m'ont élu et qui ont élu tous les députés du Nouveau Front Populaire. Raison pour laquelle pour faire barrage au Rassemblement le score que nous avons fait au premier tour est un score de rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Il faut l'entendre cela. Madame Rousseau, au second tour, votre électorat est beaucoup plus large qu'un strict électorat de gauche. Ce que vous avez reproché à Emmanuel Macron en 2017 au second tour et en 2022 au second tour de ne pas respecter l'ensemble de son électorat, on peut ce matin vous faire exactement le même reproche. Absolument pas. Il y a des gens de droite qui ont voté pour vous, il y a des centristes qui ont voté pour vous. Parce que moi je vous dis, nous avons un programme, nous l'appliquerons et que nous travaillerons avec l'Assemblée. Ce qu'Emmanuel Macron a toujours refusé de faire. Moi, je vais vous dire, ça fait 2 ans que je suis députée, je n'ai pas eu un coup de fil d'un seul des ministres d'Emmanuel Macron sur les lois, Rousseau, importantes qui étaient présentées. Madame Rousseau, ce que vous dire Maurice à l'instant, c'est pas tant la question du gouvernement sortant ou du président, c'est la question des électeurs que vous mettez à juste titre d'ailleurs en avant. Ce que vous dit Maurice Affron, c'est que certains des gens qui ont voté pour vous viennent de la droite, viennent du centre et ont voté pour vous pour faire barrage au Rassemblement national. En 2022, Emmanuel Macron disait ce résultat m'oblige. Peut-être n'a-t-il pas respecté sa parole, mais il l'a dit. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes prête à dire à certains de ces gens qui se sont déplacés pour vous, pour faire barrage, ce résultat nous oblige aussi en un sens. Moi, j'ai été élue au premier tour sur l'étiquette NFP. Oui, non, mais je tiens quand même à le préciser, c'est qu'il y en a plusieurs. Oui, mais il y a quand même près de 40 députés du NFP qui ont été élus sur la seule étiquette du NFP. Par ailleurs, nous avons fait ce désistement républicain, de sorte que il y a aussi des élus LR qui ont été élus avec les voix de la gauche. Donc en fait, c'est une sorte, voilà, aujourd'hui, une partie des députés a été élue au second tour avec des voix mélangées. Mais les urnes ont parlé et nous avons le premier groupe, raison pour laquelle c'est notre programme qui doit être appliqué aujourd'hui et que nous devons avoir un gouvernement. Et oui, je le dis aux Français et Françaises, ce ne sera pas facile parce que nous n'avons pas une majorité absolue. Je ne nie pas la difficulté. Mais par contre, je veux que nous reconnaissions le fait que nous soyons en tête et que donc nous avons une légitimité forte d'appliquer notre programme. Mais comment puis-je articuler ce que vous dites ce matin avec ce que j'entends de Marine Tondelier qui dit on va faire des choses ou on va devoir faire des choses qu'on n'a jamais faites jusqu'à présent. Peut-être que je l'ai mal compris, mais j'avais compris que c'était des compromis, sans être des compromissions. Vous voyez, gouverner avec d'autres, c'est accepter de renoncer en partie à ce qu'on est, forcer ces sujets qui sont les sujets prioritaires et accepter les sujets des autres. Je pense que ce qu'elle voulait dire, et ce que je redis, c'est qu'il va falloir mettre le pouvoir au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on va travailler amendement par amendement, et cela, ça ne s'est jamais fait. Amendement par amendement, texte par texte. Et oui, il va y avoir une bataille qui va être une bataille très importante à l'intérieur de cette Assemblée qui a un visage qui n'a jamais été inédit quand même. Un dernier mot, Madame Rousseau, à l'instant, Olivier Faure dit, et je le cite, le nouveau Front Populaire doit présenter dans la semaine une candidature au poste de Premier ministre. Oui, je suis d'accord avec lui. Donc ça veut dire que les discussions avancent? Oui, il y a eu des discussions une partie de la nuit, nous nous voyons cet après-midi, il y aura encore des discussions cette nuit. Oui, nous allons beaucoup discuter, évidemment. Sur quoi elles portent ces discussions? Enfin, c'est pas du tout une question piège ni bêtement naïve, c'est que si vous êtes tous d'accord sur le programme et l'application du programme, ce qui a l'air d'être le cas,
Sur quoi portent ces longues discussions alors ? Et bien sûr, la candidature qui fait consensus pour le poste de Premier ministre, pour le poste de président de l'Assemblée nationale, pour les ministres dans le gouvernement, et puis après sur comment on fonctionne pour faire avancer nos textes. Par exemple, je prends un exemple, est-ce qu'on est tous d'accord, et je pense que oui, mais ça mérite d'être confirmé, qu'on va passer par décret la suppression de la réforme de l'assurance chômage, par exemple. Ça ne marche pas. C'est une loi qui défait une loi. Non, parce que là, en fait, il y a un non, parce que dans la loi qui a été passée, justement, parmi les choses les plus scandaleuses de cette loi sur le chômage, on déplaçait au gouvernement le fait de pouvoir modifier les conditions. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons passer par décret pour revenir à la position antérieure. Merci beaucoup. Merci Madame Rousseau. Non, en fait, comme on a eu un constitutionnaliste juste avant qu'on a posé ces questions, j'ai senti que les experts se sentaient très au point sur le sujet. Nous avons voté la loi, nous l'avons travaillé. Je vais poser la question tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On peut retarder l'application.